Bien, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire consacré à la personnalisation et l'encodage des badges avec MicroSésame. Je suis Nicolas Boisson, responsable communication chez TIL Technologies. Je serai aujourd'hui accompagné d'Emilio Frazao, notre expert technique sur cette partie personnalisation et encodage, donc notre responsable avant-vente. Merci d'avoir répondu encore une fois présent à ce rendez-vous. Vous êtes plus de 300, vous êtes inscrits, donc c'est un record pour nous. Donc vraiment merci. Ça a l'air le format a l'air de vous plaire. Donc d'un point de vue logistique, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de poser des questions, mais par écrit. Sur votre interface, dans la partie droite de l'écran, normalement, vous pouvez poser des questions. Vous êtes vraiment beaucoup aujourd'hui. Là, il y a encore des gens qui arrivent. Les autres fois, on a réussi à répondre à tout le monde. Là, j'espère qu'on pourra le faire. Si on n'y arrivait pas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous après le webinaire. Voilà. On a été surpris par le monde, mais on est agréablement surpris. Aujourd'hui, donc, ça va être simple. Il y a deux parties à ce webinaire. Après une petite introduction, bien sûr. La première partie sur la personnalisation graphique des badges sera une partie un peu visuelle, où on vous montrera des exemples de badges, mais aussi les outils MicroSésame pour les créer et les imprimer. Et dans la deuxième partie, qui concerne un peu plus Emilio, on va aborder l'encodage des badges. Et là, on va aller un peu plus dans le technique, mais pas trop, on vous rassure, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le badge. Voilà, les données, comment on les organise, comment on les sécurise et avec quels outils. Voilà. On avait prévu au début de vous parler également de l'encodage du smartphone, mais là, le contenu est assez dense, donc je pense qu'on fera un webinaire spécifique sur cette partie. On a déjà pas mal à faire aujourd'hui. Alors, on va enfoncer un peu des portes ouvertes, mais on voit souvent des cahiers des charges qui partent de la fin, c'est-à-dire du badge, avant de se poser des questions sur ce qu'il veut mettre dessus ou ce qu'il peut mettre dessus et dedans. Donc, le badge, c'est vraiment l'image du site. Qu'est-ce qu'il y a sur un site? Il y a des populations différentes, bien sûr, des employés, puis des gens extérieurs, à qui on ne va pas forcément donner le même badge, ou qui ne vont pas s'en servir de la même façon. On a également des usages sur ce site. On est fabricant de contrôle d'accès, mais on n'est pas tout seul sur un site. Il y a aussi une cantine peut-être gérée par un tiers. Il y a des imprimantes qui utilisent des lecteurs de badge pour imprimer. Il peut y avoir de la gestion horaire. Donc tout ça va influencer, il va falloir tenir compte pour éventuellement utiliser le même badge. Bien sûr, l'organisation compte, les droits d'accès, mais aussi si vous êtes organisé en plusieurs sites, s'il y a des process bien définis, notamment on pense aux visiteurs. On a fait un webinaire sur ce sujet il y a quelques temps, donc on en reparlera tout à l'heure, mais tout ça va influencer sur les badges présents dans le site. Et bien sûr, le niveau de sécurité. Et que ce soit par les technologies qui sont présentes, avec des lecteurs biométriques par exemple pour le contrôle d'accès, et puis et le niveau de sécurité globale du site. On pense notamment à l'ANSSI. Tout ça, ça va définir le badge. Et ça va nous obliger à organiser les données d'une certaine façon, que ce soit sur la partie graphique, l'identité visuelle, et on va créer une charte graphique, ou que ce soit sur ce qu'on appelle l'identité électronique. Et c'est la deuxième partie de notre webinaire, c'est la charte d'encodage. Bien sûr, il y a des outils pour faire ça. Et donc, ce qui est particulier à notre solution globale, MicroSésame, c'est que les outils sont des outils de personnalisation et d'encodage sont développés et maintenus par TIL Technologies. Contrairement à des outils qui sont à d'autres de nos concurrents qui utilisent des outils
qui ne sont pas de leur propre conception. Donc ça donne moins de souplesse pour la personnalisation des badges. Alors notre outil de personnalisation graphique est capable de prendre en charge tous les badges au format ISO. Lorsque nous parlons de format ISO, c'est le format carte de crédit, donc les cartes de crédit plastiques. Donc bien entendu, si vous aviez des porte-clés, on ne peut pas les mettre dans une imprimante. Par contre, l'outil d'encodage, lui, il va gérer tous les supports physiques et formats de données 1356, donc les badges ISO, les jetons porte-clés, les autocollants, et ceci dans la famille MyFair, donc qui est la famille MyFair qui est produite originellement par NXP et qui a maintenant aussi d'autres déclinaisons dans d'autres marques, avec la famille MyFair EV1, EV2, puis bientôt EV3, dans toutes les capacités de badge 2, 4, 8K, et ainsi que MyFair classique 1 et 4K. Voilà, on rentrera plus on en parlera plus dans la deuxième partie. Alors, la personnalisation graphique. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur avant de vous montrer quelques écrans. Comme on l'a vu en introduction, elle répond à des problématiques qui sont très différentes. Les informations présentes sur le badge vont dépendre du site, mais pas que. On va rencontrer des sites où ce sera surtout un outil corporate, le badge, alors que pour d'autres, c'est un réel outil de sécurité, donc il y aura plus d'infos dessus, ou pas les mêmes. Bien sûr, on ne va pas mettre la même chose sur le badge si c'est un site ANSI ou pas. Les informations présentes sur le badge peuvent aussi être liées à ce qu'on veut protéger. C'est-à-dire que si on veut protéger des personnes, on pourra afficher des informations d'habilitation, de choses comme ça. Et puis bien sûr, il y a plein d'usages spécifiques, et on en montrera un ou deux tout à l'heure. Alors, on va partir, on va dire, du cas le plus corporate, on appelle ça la carte corporate. Aujourd'hui, un badge imprimé, c'est souvent bien plus qu'un support de contrôle d'accès. C'est vraiment un élément de communication, parce que déjà, il reflète l'image de l'entreprise, une image corporate, à travers notamment une charte graphique. C'est un vrai symbole d'appartenance dans quelques cas, parce qu'il participe ainsi à la culture d'entreprise. Quand on vous retire votre badge, on vous retire un petit peu votre identité, parce qu'effectivement, c'est une pièce d'identité d'un micro-État qui est l'entreprise. Et du coup, bien souvent, un badge imprimé, le salarié accordera beaucoup plus d'importance qu'un badge neutre, donc il le perdra moins. Et ça servira aussi dans ses rapports avec les autres salariés, notamment dans le cas des entreprises où le port du badge est obligatoire en permanence, parce que du coup, on sait immédiatement à qui on a affaire en face, et ça change des choses, notamment dans le cas de groupes, comme l'exemple du groupe VitaProtect dont il fait partie, où dans ce cas-là, un badge corporate permettra de distinguer des salariés du même groupe, mais en gardant, dans cet exemple, une charte visuelle commune, voilà, qui donne un sentiment d'appartenance. Et les informations affichées dans ce type de badge sont basiques. C'est vraiment le basique qui est nécessaire à l'organisation, de savoir d'où est la personne et pour quelle société elle travaille. Voilà. Et éventuellement quel service, là, dans l'exemple. Donc ça permet au niveau sécurité quand même de faire un contrôle visuel rapide, donc de gagner du temps, plutôt que d'aller interroger, voilà, on trouve quelqu'un dans une zone, plutôt que l'interroger, on sait tout de suite si on a affaire à quelqu'un qui a le droit d'être là. Et puis je vous dis, donc si c'est pas forcément lié à la sécurité, mais plutôt à une reconnaissance entre salariés. Le badge va servir dans certains cas si on va un peu plus vers la sûreté, là, à bien distinguer les employés des personnes extérieures. C'est un besoin basique en sécurité, mais c'est pas toujours mis en place dans les sociétés. On avait fait notamment un webinaire sur la gestion des visiteurs. Avoir des visiteurs qui sont facilement identifiés, ça permet de détecter des comportements suspects, par exemple.
ou d'adapter son comportement. Si vous êtes en présence de gens qui sont extérieurs, vous n'allez pas forcément dire les mêmes choses. Voilà. On va garder quelques secrets, ou ainsi de suite. De manière générale, le badge peut servir à distinguer en fait tout ce qui est important pour le fonctionnement de la sécurité de l'entreprise, mais aussi des personnes. Dans les exemples que j'affiche, vous voyez par exemple, il n'y a aucun logo ou nom de société. Par contre, il y a des codes couleurs et des informations qui sont vraiment simples et très claires. Et le dernier badge montre des habilitations professionnelles, habilitation électrique, travail en hauteur, secouriste, voilà. Toutes ces infos figurent dans la fiche de l'identifié, donc dans le logiciel MicroSesam. On voit ici que la problématique est plus liée à la protection de la personne et à savoir si elle a le droit d'être à l'endroit où elle est, pour son propre bien, et pas que pour celui de l'entreprise. Si on a besoin d'aller plus loin, bien sûr, on ne va pas écrire des dates de validité sur un badge d'habilitation, parce que à chaque fois que l'habilitation serait terminée, il faudrait réimprimer un badge. Par contre, on a d'autres outils, par exemple le lecteur portatif Mobilis, chez TIL, qui permet, en plus de ce contrôle visuel, d'aller lire les informations qui sont dans la fiche identifiée, de voir que, par exemple, l'habilitation électrique de cette personne, elle est plus valide, donc il n'a pas le droit d'être à l'endroit où il est. Voilà, donc on va utiliser la vue graphique du badge, c'est un premier niveau de sécurité, mais on peut l'accompagner d'autres outils pour aller plus loin. C'est un complément. Dans certains cas, le support imprimé permet également d'être lu par des appareils électroniques, mais donc autres que des lecteurs RFID. C'est le cas de l'impression de QR code. Voilà. Par exemple, dans cet exemple, on retrouve un badge TIL, mais pour un prestataire. Là, vous voyez qu'à la place du petit logo RFID est apparu en fait un QR code, parce que dans cet exemple, les prestataires qui travaillent chez TIL, on ne leur donne pas d'accès sur les lecteurs RFID. Par contre, on veut leur donner accès au parking privé des employés, qui va lui permettre donc de se rapprocher du bâtiment et de ne pas être au parking visiteur. Donc, dans ce cas-là, on lui génère un badge bien spécifique. Et c'est que la partie visuelle qui va servir à s'identifier électroniquement. Voilà. Mais il peut y avoir d'autres cas de lecture de QR code. Dans ce deuxième exemple, c'est une employée d'un centre commercial. C'est un badge RFID qui lui permet d'accéder aux réserves et aux parties privatives du centre commercial, mais il y a également un QR code qui lui permet de présenter ça aux caisses du centre commercial pour avoir un discount de 20% en tant qu'employé. Voilà, comme toutes les caisses sont équipées de lecteurs QR code, forcément, c'est le meilleur moyen pour identifier la personne et lui faire bénéficier de son avantage en tant qu'employé. Voilà. Dans certains cas, il est parfois obligatoire d'ajouter des éléments visuels sur un badge juste pour pouvoir s'en servir convenablement. Là, dans l'exemple que je vous montre, alors c'est pas un badge d'un site, mais c'est un fond de badge qu'on utilise nous chez TIL Technologies pour nos démos. Voilà, on référence des badges bitechnologie avec double antenne, ici MyFair classique d'un côté et DSFair de l'autre, pour accompagner notamment des évolutions sur des sites et pour donner à des clients qui ont des populations qui doivent s'identifier sur deux systèmes différents. Donc dans ce cas-là, on pourrait imaginer le même badge avec à droite écrit un nom de site ou un nom de code et à gauche un autre, voilà, pour aider le salarié à le présenter dans le bon sens et présenter la bonne puce sur le bon lecteur, voilà, la bonne antenne sur le bon lecteur. Et gagner du temps et éviter les fausses lectures. Voilà, donc petit exemple un peu spécial, mais il y en a plein d'autres d'utilisation spéciale. Mais par contre, on voulait finir quand même sur la partie ANSSI et les sites haute sécurité. La personnalisation graphique n'est pas incompatible avec l'ANSSI, même si dans le guide qui s'appelle Sécurité des technologies sans contact pour le contrôle des accès physiques, voilà, qui est bien connu dans notre domaine, l'ANSSI recommande que les badges soient les plus neutres possibles. Neutre, ça veut dire pas indiquer d'informations sur l'entreprise, pas de logo, voilà, pas d'adresse,
pas d'informations personnelles sur le porteur, en dehors de sa photo, et ne pas afficher les accès qui sont permis avec ce badge, bien sûr. Donc ça peut amener à des badges ici un peu moches, mais avec des informations claires et surtout facilement utilisables par le service sécurité de l'entreprise. Une photo, un numéro de matricule, un code couleur, et en fond, ce que vous voyez, c'est un hologramme. Parce que bon, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, avec les imprimantes de badge, vous pouvez aussi sécuriser, on va dire, l'authentification du badge, l'authentification visuelle du badge par l'agent de sécurité. Avec il y a des rubans d'imprimantes spéciaux avec des hologrammes qui s'affichent. Donc dans ce cas-là, on va dire, ça authentifie le badge, en plus de le rendre quand même neutre au niveau des informations. Donc c'est très adapté à un site ANSSI. Voilà pour la partie. Je vais vous présenter quelques exemples de ce qu'on peut faire, et maintenant, je vais laisser Emilio nous parler un peu des outils pour le faire. Donc sur MicroSesam, on dispose pour la personnalisation graphique du badge d'un éditeur de fond de badge qui est un peu ça pourrait être le correspondant d'un éditeur de formulaire qui nous permet de concevoir les éléments à mettre sur nos badges. Donc il est ergonomique et intuitif. Il permet bien sûr de récupérer les photos des personnes et toutes sortes d'images comme les fonds de badge, des logos, etc. Et il comporte aussi une mise en forme conditionnelle, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui peut être utilisée pour l'impression des habilitations sur les badges en fonction des habilitations dont dispose la personne. Donc, quelles sont les données qu'on peut imprimer sur un badge? Donc, on parle bien de badge en format ISO, hein, bien sûr. Hein. Toutes les informations qui sont attachées à une personne, donc qu'on appelle chez nous les identifiés, sont imprimables sur les badges. Et on peut aussi imprimer des QR codes ou des codes barres avec les différents formats EAN. Donc il y a toute une série de formats EAN qui sont des formats standardisés. Donc notre logiciel de personnalisation est compatible avec la plupart des imprimantes, pour ne pas dire toutes les imprimantes du marché. Qu'elles soient à technologie à sublimation ou à transfert thermique. Et donc, comme le disait tout à l'heure Nicolas, on peut aussi utiliser des hologrammes pour combattre la fraude, donc les cartes contrefaites. Sachez aussi qu'il existe des imprimantes avec des chargeurs qui peuvent être des chargeurs multiples et qui permettent une grande productivité donc pour les sociétés qui ont un grand nombre, gros volume de badges à imprimer. Par exemple, les universités, à chaque rentrée scolaire, donc elles ont des dizaines, des centaines, des milliers de badges à imprimer. Donc, dans une période courte. Ça peut être intéressant. Donc, on va passer aux choses pratiques. Donc, vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec MicroSesam en termes de personnalisation. Alors, ici, on tombe directement sur le logiciel dans la partie qui vous permet de visualiser les différents formats. Donc vous êtes dans la partie paramétrage de MicroSesam. Oui, parce qu'en fait, la création du format d'impression de badge, elle se fait en gros une fois pour toutes. Et donc, ce n'est pas l'opérateur de base qui va créer ce format. Donc, à chaque fois. Voilà. Donc, on aura en fait créé les formats dont on a besoin. Donc ici, vous voyez une déclinaison de ce que nous avons présenté tout à l'heure, avec les différentes possibilités qu'on peut avoir. Et puis même ici, un modèle qui imprime le badge en format portrait, bien que ce soit un format qui soit peu usité. Et donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, donc en partant de notre format ici,
utile standard, on va voir qu'est-ce qu'on peut, comment s'utilise l'éditeur de fond de batch. Donc vous voyez ici, j'ai disposé bien sûr la photo de la personne, donc ce que vous avez déjà vu tout à l'heure, le nom, le prénom, etc. Voilà, on prend un objet comme un QR code, on le dispose ici sur le batch, on veut, et on peut ensuite aller chercher la donnée, donc, par exemple ici une donnée de la personne, et on va dire que ce QR code sera le reflet de cette donnée pour cette personne, ou pour toutes les personnes qui utiliseront ce format d'encodage. Cette donnée, donc c'est un des champs de la fiche identifiée. Comme là, vous voyez d'autres champs, last name, first name, voilà, donc le QR code sera un des champs. Voilà, ici vous avez la liste de tous les champs qui sont disponibles pour la fiche identifiée. Et d'ailleurs, si on revient tout à l'heure aussi, donc on va voir un autre format, par exemple, le format ici qui permet d'imprimer les habilitations des personnes. Et vous voyez ici, ces habilitations, elles sont soumises à la disponibilité d'une donnée sur la fiche de la personne. Et donc, on peut rentrer ces informations-là, ici, dans une partie qui est le programme qui permet de maîtriser l'impression de cette donnée. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne sur une personne en particulier. Donc ici, ça, c'est une fiche identifiée, là. Ici, je suis sur la fiche identifiée de MicroSesame. Donc, je peux bien sûr avoir plusieurs identifiés. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes, voilà. Donc, plusieurs identifiés. Donc, je prends ici, je vais choisir les formats d'encodage qui sont disponibles. Ici, donc, on avait déjà choisi pour cette personne donc le modèle TIL. Le modèle de TIL. Donc si on change, donc on voit que cette personne elle prend le nouveau format. Et vous voyez ici que le QR code est apparu parce que ce format, on y avait associé un QR code. Si on compare par rapport à un format ici qui ne dispose pas du QR code, donc vous voyez ici toutes les déclinaisons qu'on peut avoir donc pour cette personne. Donc là, pour les habilitations. Pour les habilitations, donc on peut prendre une autre personne, par exemple ici, on avait voilà cette personne-là, ouais, dans laquelle on a ici l'habilitation secouriste. Donc on va prendre le format et on voit que il dispose bien de l'habilitation secouriste avec le format adapté qu'on a vu tout à l'heure. Si on lui dispose une habilitation, par exemple, supplémentaire, comme le fait qu'elle puisse travailler en hauteur, donc on va voir ici tout de suite le fait que l'habilitation travail en hauteur apparaît. Voilà, le picto est apparu automatiquement sur le même modèle de badge. C'était un modèle conditionnel, en fait. Voilà. Il n'y a qu'un seul modèle de badge. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 1 selon les ou X combinaisons selon le nombre d'habilitations qu'on a. C'est un seul modèle avec une condition, faire apparaître les bons pictos. Voilà. Très bien. Donc voilà pour ces quelques vues de l'éditeur de fond de badge et ensuite comment on lance cette impression depuis les fiches et les identifiés. On va pouvoir passer à la deuxième partie, l'encodage des badges avec MicroSesame. Alors, l'encodage des badges, c'est-il? Donc l'encodage, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le reprécise à nouveau, il ne concerne que les produits MyFair, donc NXP, donc qui sont les badges
diffusés pour tout ce qui est contrôle d'accès, etc. Voire imposés pour les sites ANSI avec le Deathfire. Tout à fait. Le Deathfire EV2 étant d'ailleurs le seul badge qualifié, certifié ANSI. Et donc, notre logiciel d'encodage, il supporte tous les formats physiques de badge, contrairement à la personnalisation graphique. Ici, on peut bien sûr encoder des porte-clés, des bracelets, des autocollants et bien sûr des badges format ISO. Mais le gros avantage, par contre, avec les badges ISO, c'est qu'on peut faire l'encodage et l'impression en une seule opération. Oui, si on utilise pour ça des imprimantes dotées d'un encodeur intégré. Voilà. Donc on mène à bien les deux opérations en une seule phase, ce qui évite d'avoir éventuellement des erreurs d'impression ou des erreurs d'encodage, d'encoder le mauvais format sur un badge donné. Voilà, donc nous, on distribue des imprimantes Fargo, voilà, qui savent faire ça. Et comme pour la partie graphique, on peut créer autant de formats d'encodage que souhaité. Donc, sachant que, comme on l'a vu tout à l'heure, le format d'encodage fait aussi partie d'une charte qu'on aura au préalable définie pour chaque personne. Donc, on aura défini une charte pour les employés, une charte pour les visiteurs et pour les prestataires, si on le souhaite, bien entendu. Alors, comment on définit ce qu'on va mettre dans le badge? Là aussi, comme il faut réfléchir un petit peu, mais je dirais même plus que ce qu'on a vu tout à l'heure pour ce qu'on met sur le badge. Alors, déjà, on va devoir recenser les différentes applications qui utiliseront le même badge. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre de définir comment on va ranger les données dans le badge. Voilà. On va pas forcément tout mettre dans le même badge, on peut pas forcément, mais on va essayer souvent de rentrer les applications dont je vous parlais tout à l'heure, la cantine, mettre le plus de choses dans le même badge pour faciliter la vie des salariés. Ensuite, bien sûr, le choix des technologies en place va fortement impacter le type de données, le volume de données, l'espace mémoire en fait à réserver, qui sera différent selon les types de données. Un exemple, ici, je cite la mécatronique offline. Dans ce cas-là, les droits des utilisateurs sont directement embarqués dans le badge, donc ça prend beaucoup d'espace, bien plus que d'aller lire uniquement un identifiant. Pareil pour la biométrie. Alors, si vous avez plusieurs technos de biométrie en même temps, selon le nombre de doigts, par exemple, que vous voulez avoir en mémoire, etc., tout ça va impacter l'espace mémoire à allouer à chaque application. Bien entendu, on dispose aussi dans la famille MyFair des badges de différentes capacités. On peut donc adapter dans une certaine mesure la version du badge à la capacité dont on a besoin. L'essentiel étant de le faire après avoir défini ce qu'on voulait mettre dedans. Ce que je vous disais tout à l'heure, souvent on part de la fin, faut d'abord se poser les bonnes questions. Donc tout ça, ça va vous donner ce qu'on appelle le mapping du badge, en fait, l'organisation des données sur le badge. C'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Mais le mapping, c'est bien, mais ensuite, il faut se poser la question de l'accès à ces données, en fait, qui peut être sécurisé ou non, qui peut être avec des clés différentes pour chaque application, ou non, qui peut être différent même pour chaque badge utilisateur, avec le principe de diversification des clés. Voilà, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui permet, à partir d'une clé principale, de différencier les clés présentes dans chaque badge. Donc là, on atteint la haute sécurité, on en parlera un peu après. Là, on est sur des sites qui sont en architecture ANSI, généralement. Tout ceci nous amène à rédiger ce qu'on appelle une charte d'encodage, voilà, qui résume le mapping du badge et tous les principes de secret du badge. Parce qu'en effet, on aura fait le recensement de tous les usages et de toutes les contraintes qui sont liées à chacun des usages
les capacités de chaque lecteur à lire des clés diversifiées ou pas, des identifiants sécurisés ou pas, etc. Voilà, tout à fait. Et on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure aussi, mais la façon de distribuer ces clés, elle peut se faire de plusieurs manières. Voilà, on le verra après. Et alors, si on devait faire un schéma, on va dire grossier de l'organisation des données dans un badge, voilà ce que ça donnerait. Donc on peut prendre une espèce d'image du badge une fois encodé. Il ressemble un petit peu à ce qu'on voit sur un disque dur Windows, c'est-à-dire qu'on voit sur un disque dur des répertoires qui contiennent des fichiers. Donc ici, on peut se représenter la même chose pour ce qui est de l'organisation des applications dans un badge, notamment un badge MyFair Desfire. Et par exemple, ici, vous avez l'application contrôle d'accès, l'application restauration, l'application gestion horaire. Et pour chacune de ces applications, vous avez les fichiers qui s'adressent à chacun des types de lecteurs que vous avez sur le terrain. Donc, par exemple, en ce qui concerne le contrôle accès, les lecteurs transparents, donc qui sont conformes à l'architecture 1 ANSI, des lecteurs biométriques, de la mécatronique online ou offline, et puis etc. Vous avez aussi l'identifiant en restauration, donc qui peut être donc un identifiant avec des clés dont on va parler plus tard, et un identifiant gestion horaire. Donc ici, ce que lisent les lecteurs sur le terrain, ce sont les fichiers, donc ce qui est la partie à droite de l'image. Oui, alors bien sûr, de la même manière, on représente les mêmes badges que tout à l'heure, parce que de la même manière qu'on pouvait, selon les populations, différencier ce qu'on écrivait sur le badge, on peut aussi différencier ce qu'on écrit dans le badge pour une même société, on est d'accord. Par exemple, un employé, bien sûr, on va lui remplir son badge avec la restauration, la biométrie faciale, mais un prestataire, on va choisir de n'encoder dans le badge que la partie contrôle d'accès et gestion horaire, par exemple. Et dans le troisième badge, bah, c'est un visiteur, il n'aura que la partie contrôle d'accès et pas forcément l'intégralité du contrôle d'accès. D'ailleurs, peut-être que la partie contrôle d'accès, voilà, pour accéder au lecteur on va dire périmétrique d'entrée du site, mais pas ensuite pour circuler librement dans le site. Voilà. Il n'aura peut-être pas la biométrie, par exemple. Hein. Exactement, puisque c'est des accès sensibles, généralement, la biométrie. Donc voilà, il n'y a aucune raison qu'un visiteur, normalement, ait de la biométrie. Puis, ça sera compliqué de l'enrôler aussi. Et si on parle maintenant de l'accès aux données, les fichiers dont on parlait tout à l'heure, en fait, lorsqu'on aura décliné la charte, qu'on aura analysé les capacités de tous les équipements dont on aura besoin, on va définir pour chaque utilisation, donc lecteur transparent, biométrie, mécatronique, identifiant restauration, identifiant pointeuse, on va définir un moyen de sécurisation qui lui sera adapté. Par exemple, on pourra avoir, donc, comme on a parlé tout à l'heure, pour les lecteurs transparents, généralement, on a des clés diversifiées. C'est-à-dire que la même clé principale, sur deux badges différents, elle sera déclinée en deux versions de la clé. Ce qui fait que si quelqu'un copie bêtement le badge qu'il a trouvé par terre, avec la clé qui était là-dedans, déjà, il faut y arriver. Il faut qu'il puisse y arriver, oui. Déjà. Et ensuite, il n'y a aucune chance que cette copie fonctionne. Cette clé puisse refonctionner à nouveau. Ouais. Donc ensuite, on aura éventuellement une clé pour la biométrie, parce que en général, pour la biométrie bien sûr, et pour la mécatronique aussi, parce qu'en général, la mécatronique, elle est beaucoup moins sécurisée, donc éventuellement la mécatronique, il n'y aura pas de clé diversifiée. Et il est obligatoire aussi de distinguer les clés des lecteurs transparents des clés des autres lecteurs, pour ne pas risquer qu'une clé de lecteur transparent soit compromise. Et ensuite aussi, on peut avoir des identifiants, même des identifiants
encodés qui sont à accès libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de clés pour pouvoir le lire. On va parler aussi maintenant des niveaux, enfin, on évoque ici rapidement les niveaux de sécurité des identifiants. Alors, sachez que sur les badges MyFair, la famille MyFair, MyFair classique et MyFair Destroyer, on a déjà d'emblée le CSN Card Serial Number ou UID, Unique ID Number du badge, qui sont des données à accès libre. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'équipements, généralement des imprimantes, qui peuvent utiliser cette donnée comme identifiant. Ensuite, on peut avoir besoin d'identifiants à sécurité faible. Et donc, on évoquait tout à l'heure. C'est des identifiants bien spécifiques, c'est pas l'UID, mais il n'y a pas besoin de clé, c'est ce qu'on disait justement. Oui, parce que ce n'est pas un identifiant critique. Par exemple, si on mettait une pointeuse avec accès à un identifiant en accès libre, ce ne serait pas très grave, personne n'ira pointer à votre place. D'accord. Enfin. Ensuite, on peut avoir des clés avec des chiffrements force moyenne, donc clés non diversifiées par exemple. Donc on peut imaginer aussi là encore que la restauration, la pointeuse ou d'autres usages pourraient être dans ce cas-là. Et enfin, on aura tout ce qui est hautement sécurisé, donc tout ce qui est lecteur transparent, ANSI, la biométrie, donc qui seront dotés de clés diversifiées. Alors, si on parle de l'outil, qu'est-ce qui nous permet de gérer cette sécurité? Alors, en fait, Kill Technologies a développé un outil qui s'appelle Key Secure Manager, KSM, qui permet donc c'est un outil unique pour gérer les périmètres de l'architecture matérielle. Donc ça, c'est le mot qui permet donc de regrouper, parce que dans un cas, par exemple, où vous avez des multisites avec des sites qui seraient gérés avec des clés différentes. Donc, on appelle ça des périmètres de clés. Et donc, on pourrait imaginer que vous avez cette disposition. Donc, on verra tout à l'heure un exemple. Le site de Paris, il a son jeu de clés. Le site d'Aix, il a son jeu de clés. Le site de Lyon a son propre jeu de clés. Et donc, tout ça sur le même badge. Chaque site gérant son propre espace particulier. Et donc le KSM permet donc de gérer toutes ces clés nécessaires à l'encodage du badge. Et bien sûr, donc on a toutes les clés nécessaires à créer les applications et les fichiers, avec la diversification si nécessaire. Et donc le KSM, il permet aussi de préparer les fichiers qui permettent de réaliser l'encodage des badges. Et il permet aussi de gérer ce qu'on appelle la clé client. Donc c'est la clé qui permet de chiffrer toutes les communications RS485 de votre site. Les communications IP sont, elles, gérées par une clé TLS. Donc le KSM donc, est l'outil au cœur de la sécurité de votre site. Donc on va voir ici quelques écrans du KSM. Donc vous voyez ici un exemple de ce qu'on avait tout à l'heure, l'exemple qu'on a donné, avec par exemple la clé 10 qui est la clé maître de l'application contrôle accès, la clé 30 qui est la clé maître de l'application restaurant, et la clé 40 qui est la clé maître de l'application gestion de temps. Ensuite, dans ces applications, nous avions tout à l'heure les fichiers, donc le fichier 0 pour l'application contrôle accès, le fichier 1 pour l'application contrôle accès, le fichier 2 pour l'application contrôle accès. De même, pour l'application restaurant, vous avez le fichier 0, et pour l'application gestion de temps, idem, le fichier 0. Donc là, vous voyez le mapping. On voit ici le mapping avec la collection de toutes les clés qu'on va utiliser
pour et ça en fait quelques-unes. Encoder le batch. Donc ici, évidemment, c'est aussi une application simple. Enfin, un encodage simple. Plus l'encodage sera complexe, au plus le nombre de clés sera élevé. Mais le KSM permet de gérer toute cette situation. Donc oui, on voit, si on continue. On voit ici, ce qu'on a mis ici, l'index général des clés, d'accord. Donc, on a énuméré tout à l'heure 10, 11, 12, 30, 40, etc. Donc, cet index, il est chargé dans le matériel. Dans le matériel, donc ce qu'on appelle le HSM iSecure Module de chaque UTL. Il faut bien expliquer quoi lire. Ensuite, on voit aussi dans cette liste de clés la nature de la clé, d'accord. Ici, on va parler de CMK, la clé de lecture, la clé d'écriture. Donc, les lecteurs, eux, n'ont besoin que de la clé de lecture pour lire ce qu'il y a dans le batch. Si on poursuit, on a l'usage, donc on peut décrire l'usage de la clé. C'est mieux de décrire quand même. ce qu'on a dit tout à l'heure, le contrôle d'accès, le restaurant. Je vous encourage à bien décrire quand vous avez beaucoup de clés. Et aussi le fait que la clé peut être diversifiée ou pas. Ici, vous voyez les clés 10, 11, 12, donc toutes les clés du contrôle d'accès sont diversifiées, alors que d'autres clés ne sont pas diversifiées, mais elles pourraient aussi, bien sûr, être diversifiées. Et vous voyez que dans le même badge, il peut y avoir des clés diversifiées à côté de clés non diversifiées, ou même à côté d'applications accessibles sans clé du tout. Et donc l'outil, il permet toutes ces variations il s'adapte donc à toutes les situations que vous pouvez avoir sur votre site. Et donc, on indique aussi pour chaque clé celles qui seront chargées dans les modules, donc les modules de contrôle d'accès et de technologie. C'est ce que vous voyez en vert là. Voilà. Et donc, c'est que les clés de lecture. On n'a pas besoin de plus que les clés qui sont en vert pour pouvoir lire les badges sur le contrôle d'accès de technologie. Donc, si on s'intéresse au contenu d'une clé, comment elle est définie, vous voyez ici, donc, on a parlé tout à l'heure de charte, je ne sais pas si on l'a évoqué d'ailleurs, de charte d'encodage. Donc, le principe, lorsqu'on fait un encodage, c'est qu'on commence par encoder avec des clés de test. Donc, ici, vous voyez la clé 1.0.0.0.11. C'est une clé très simple qui nous permet de bien nous situer, de bien différencier, d'avoir des clés qui sont faciles à reconnaître, pour pouvoir fabriquer des badges de test et valider tous nos badges de test avant de passer à la production. Il est certain que si vous avez 8000 badges à encoder, on ne va pas encoder 8000 badges et les tester après. On va juste encoder 3 ou 4 badges avec des clés de test et les tester partout avec tous les usages qui sont attendus pour vérifier que le contenu de chaque application, de chaque fichier est correct. Et une fois qu'on aura arrêté toutes ces modalités, on va passer ensuite à la production. Et donc chaque clé ici, une fois qu'on a validé les badges, chaque clé va pouvoir être générée ici automatiquement. Vous voyez, donc on peut tirer une clé de manière aléatoire avec un algorithme qui est réputé conforme à ce que préconise l'ANSI. Ou aussi on peut, vous voyez, extraire cette clé d'une carte SAM. Parce qu'il est possible que les clés soient stockées dans une carte SAM, Secure Access Module, pour que son transport soit facilité et soit sécurisé. Si c'est créé, par exemple, au niveau national et qu'ensuite il faut aller saisir ces clés sur différents serveurs microsésame, différents sites, c'est comme ça qu'on fait. C'est ce que fait généralement l'État lorsqu'il crée des badges pour ses agents. Voilà, donc vous voyez, il faut cocher la carte SAM et là du coup, on ne génère pas de clé dans ce cas-là. On en prend une qui existe.
Voilà, donc si on passe ensuite un petit peu détail technique ici par rapport. J'avais dit que ça allait monter crescendo, mais on s'arrête là après. Hein. D'ailleurs, on a déjà dépassé le temps de beaucoup. Ici, on voit que le KeySeq Manager, donc il peut prendre ses clés dans une carte SAM où elles peuvent être tirées localement sur le site. Et ensuite, le KSM peut générer un conteneur chiffré qui peut être diffusé automatiquement par le logiciel dans tous les modules, ce que vous voyez à gauche. Ou alors, on peut aussi diffuser module par module dans un local sécurisé les clés pour être conforme aux préconisations les plus élevées de l'ANSSI. Et bon, vous voyez l'avantage donc de TIL de maîtriser la chaîne de bout en bout, de tout descendre par la ligne. Ça facilite vraiment les choses. Donc on va voir maintenant quelques écrans. Voilà, ici, je ne vais pas rentrer, je vais juste vous montrer à quoi ressemble un format d'encodage dans MicroSesam. Dans MicroSesam, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, par exemple, un permanent, il va avoir ici une application particulière avec 3 fichiers. Et ici, un programme qui va générer, par exemple, les identifiants nécessaires à cet encodage. Si je prends un autre encodage, donc si je prends les prestataires, donc ça peut être quelque chose de similaire, mais par exemple, les visiteurs, je peux ne mettre qu'un seul fichier, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, le visiteur n'aura pas de la biométrie, par exemple. On peut aussi voir ici un autre format qui est beaucoup plus riche, avec beaucoup d'autres fichiers. Et comme on a vu tout à l'heure, aussi la possibilité que les sites aient leur propre identifiant de manière à pouvoir être complètement autonome dans la gestion de leurs clés et de leur identifiant de badge. Donc, ces formats étant donc définis comme les formats de personnalisation graphique une fois pour toutes, bien sûr, on peut en rajouter ou en supprimer ou les modifier. On va pouvoir les utiliser ensuite au niveau des identifiés. Voilà, directement dans la fiche identifiée, comme pour la personnalisation graphique. Voilà, donc on prend une personne, voilà, et on peut ici choisir le format d'encodage pour cette personne, donc parmi les formats d'encodage qui sont disponibles. Donc c'est extrêmement simple comme opération. Et donc la personnalisation, comme on a dit qu'on pouvait faire une personnalisation double en format d'impression plus modèle d'encodage. Donc on a ici aussi la possibilité, si vous avez ici une imprimante qui est dotée de la double possibilité, de faire l'opération en une seule fois. Très bien, c'est parfait. Voilà, je voulais juste vous montrer ces écrans. On va revenir à la présentation. Bien sûr, là, c'est des écrans de paramétrage, donc c'est pas forcément quelque chose que les utilisateurs du service sécurité verront tous les jours. Ça sera un peu plus simple, les premiers écrans. Voilà. Mais voilà, tout ça pour vous dire que sur la fin de la présentation, peut-être ça peut vous faire peur. Sachez que c'est pas si compliqué que ça. TIL peut vous aider à la fois à la réalisation de la charte d'encodage et à sa mise en œuvre. On vous accompagne dans les étapes clés, que ce soit donc la rédaction du cahier des charges pour le recueil des besoins, des technologies, etc. Parce qu'il faut faire les choses on va dire dans le bon ordre. C'est pas compliqué, hein, en fait. C'est juste qu'il faut faire des étapes dans le bon ordre. Et avec méthode. C'est ça. Et on commence à avoir l'habitude chez TIL. On peut vous accompagner aussi, si vous en avez besoin, à paramétrer ensuite KSM. Même si le logiciel est vraiment pas compliqué. Hein. On peut vous aider ensuite sur la partie test et validation, éventuellement en modification de la charte.
Et on peut vous être là le jour J si vous tirez vos clés et où ensuite, ça y est, le site est en route. Et on produit 8000 badges. Voilà, et on appuie sur le bouton pour imprimer 8000 badges d'un coup. Exactement. Donc voilà, on commence à avoir beaucoup d'expertise dans les sites haute sécurité où il y a beaucoup de clés, des clés diversifiées, tout ça. Faut pas que ça vous fasse peur. On est là pour vous aider. Et voilà. On va s'arrêter là pour le moment. Si bien sûr vous avez besoin, on a bien dépassé le temps, mais le contenu était riche, je vous avais un peu prévenu. Bien sûr, si vous avez besoin d'aller plus en profondeur sur ce qu'on vous a montré, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un commercial pour une démo à un de nos showrooms. On est à votre disposition, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si on a réussi à répondre à toutes les questions qui ont été posées en direct. Si ce n'est pas le cas, il reste le mail et le téléphone. Voilà, donc on vous remercie de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire.